Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Et on va parler évidemment ce qui se passe du côté de nos amis syndics. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi sur les ondes de CHUN. On va parler de différents sujets, des sujets qu'on a déjà abordés, mais j'aimerais qu'on parle de responsabilité. Responsabilité premièrement, on va rentrer dans le commercial ou dans l'industriel ou dans le professionnel comme tel, ceux qui vivent d'un commerce, d'une industrie, d'un service. Ces gens-là sont responsables jusqu'à quel point de leur service? Si on commence par l'enregistrement, quelqu'un qui a un enregistrement, qui travaille à Rouyn-Noranda, puis à un moment donné, se retrouve dans une mauvaise situation, sa business, elle va pas bien. Oui, un enregistré, en fait, ça, c'est au même titre qu'un individu. Il n'y a pas de distinction à faire entre les deux. Un propriétaire, un travailleur autonome, une entreprise enregistrée, c'est toute la même chose. Dans le fond, c'est dans le rapport d'impôt de la personne. Donc, la personne est responsable au complet de ses dettes. Il n'y a pas de notion de plus compliqué que ça. La distinction va arriver quand on va parler d'un incorporé, okay. Et que là, on a des actionnaires. Ben là, des actionnaires, c'est des propriétaires. Donc, des fois, là, dans un incorporé, il y a deux volets. Il y a la partie actionnaire puis la partie administrateur. Puis ça mélange pas mal les gens. Puis les gens pensent que c'est tout pareil, mais ça pourrait pas être plus différent. Des actionnaires, c'est les propriétaires de l'entreprise. C'est ceux qui investissent de l'argent dans l'entreprise. Donc, on peut être actionnaire d'une compagnie à la bourse, d'une compagnie ouverte, donc on le sait, hein, on met de l'argent, on va avoir des dividendes, on va faire de l'argent, on va en perdre, mais ça, c'est la partie actionnaire. Donc, on est responsable de notre investissement. Donc, à moins d'avoir vraiment spécifiquement endossé une dette, cautionné une dette, que ce soit pour une ouverture de compte avec un de nos fournisseurs ou une marge de crédit, une carte de crédit, un prêt, à moins d'avoir vraiment signé une deuxième signature, pas juste au nom de l'entreprise, mais à son nom personnel, les actionnaires, leur responsabilité est limitée à l'argent qu'ils ont investi. OK. Bon, ça se limite à ça, ça veut dire que ces personnes-là... En fait, on peut être actionnaire de grosses compagnies à très peu de parts, finalement, puis ça revient au fait on est actionnaire, c'est notre argent qu'on a là qu'on peut perdre, c'est tout. Puis c'est le truc de 100% rappelé. Les gens les mélangent, mais actionnaire, on peut être actionnaire, comme tu viens de dire, de n'importe quelle compagnie. Si on achète une compagnie cotée à la bourse, on n'a pas de responsabilité. Si cette compagnie-là fait faillite, on va perdre notre argent, puis c'est tout. On n'a pas d'autres responsabilités par rapport à l'entreprise. Bon, maintenant, si je suis plus qu'actionnaire, là, j'investis dans une entreprise, cette entreprise-là, j'ai endossé l'entreprise, elle m'appartient, je suis à 100% sur les actions. Financièrement parlant, ça va pas bien, on doit de l'argent à monsieur tout le monde. Et des fois, on regarde des entreprises qui nous paraissent bien fonctionner, des grosses entreprises, et on réalise qu'ils passent beaucoup d'argent, mais finalement, ça veut rien dire. Ben, les actionnaires, tu sais, comme tu viens de dire, encore là, propriétaires de petites ou grosses entreprises, ça va toujours se limiter à l'investissement. Là où ça change, c'est quand on siège sur le conseil d'administration. C'est là la nuance importante. Ouais, c'est vraiment ça. Quelqu'un qui siège sur un conseil d'administration n'est pas nécessairement un actionnaire. Non, absolument pas. Un administrateur peut ne pas être actionnaire, peut être, moi je siège sur des conseils d'administration, je suis pas actionnaire, on siège sur des conseils d'administration d'organismes à but non lucratif, je suis pas actionnaire. Le rôle d'un administrateur sur un conseil d'administration, c'est justement de superviser la direction de l'entreprise et c'est à cause de ça qu'un administrateur, là, a beaucoup plus de responsabilités qu'un actionnaire. L'administrateur, là, il est responsable, évidemment, de ce qu'il a signé personnellement. S'il a endossé au même titre que l'actionnaire, là, si on engage notre responsabilité personnelle, ça, il n'y a pas de doute. Mais en plus de ça, l'administrateur est responsable de s'assurer que la production des rapports, les états financiers de fin d'année sont produits, donc la T2 CO17, là, les rapports au gouvernement sont produits. Il doit être responsable aussi que les rapports de déduction à la source, qui est les prélèvements qu'on fait sur la paye des employés pour envoyer ça au gouvernement, il faut que les rapports soient produits. Le fameux DAS. C'est exactement, c'est les DAS, il faut que ça soit produit. TPS, TVQ, aux 3 mois, au mois, à l'année, dépendamment de l'entreprise. Il faut qu'il s'assure que ça soit produit aussi, sinon il engage sa responsabilité personnelle. Les rapports de CNESST, c'est pareil. Les documents salariales, les T4, les relevés 1, les cessations d'emploi, tout ça, la production, il faut que l'administrateur s'assure que c'est fait, sinon il engage sa responsabilité. Et pire que ça, par rapport à la majorité de ce que je viens de dire, il engage sa responsabilité aussi sur le paiement. Donc, si les rapports de déduction à la source sont produits, mais qui ne sont pas payés, ben, l'administrateur va être responsable. Donc là, on parle des déductions à la source,
TPS-TVQ, CNESST, les salaires des employés, les préavis de départ, les vacances, tout ça, si ce n'est pas payé par l'entreprise, l'administrateur engage sa responsabilité. La seule chose qui est, dans tout ce que je viens de dire, que l'administrateur n'engage pas sa responsabilité, c'est le paiement des impôts. Donc, si on a des fois on a un choix à faire, là, ben, il faut que les déductions à la source TPS, TVQ, CNESST, tout ça soit payé. Et si ce n'est pas fait, l'administrateur est responsable. Ça veut dire que cet administrateur-là, tu n'as jamais investi dans la compagnie, qui a été nommé administrateur ou voté administrateur, a du même coup été chercher une responsabilité pratiquement personnelle? Absolument. Et cette responsabilité, elle est personnelle. Des fois, il va y avoir des assurances dans des entreprises, même dans des OBNL, que les administrateurs vont exiger pour siéger parce qu'ils veulent justement se protéger en cas de responsabilité. Mais dans beaucoup de petites entreprises ou de petits OBNL, les administrateurs, malheureusement, sont souvent pas nécessairement au courant de ça, pas nécessairement conscients de toute l'ampleur que ça peut avoir, et ils engagent leur responsabilité. Là, ce qu'on vient de dire indirectement, c'est que tout ce qu'on vient de dire pour l'entreprise privée s'applique également pour des entreprises à but non lucratif. Exactement. Puis c'est là, moi, que je le vois trop souvent, malheureusement, dans mon bureau, des administrateurs qui sont là pour faire du bénévolat, pour aider une cause, pour toutes sortes de bonnes raisons, siègent sur un conseil d'administration, n'ont pas nécessairement de notions comptables, financières, fiscales, ne connaissent pas nécessairement tout ce qu'on vient de dire et engagent quand même leur responsabilité. Faut pas partir en peur, évidemment. Là. Il y a des façons de protéger sa responsabilité, mais encore là, il faut les connaître. Il faut être capable, si jamais il y a des problèmes dans l'entreprise, il faut être capable de prouver notamment au gouvernement, qu'on a été diligent dans la façon qu'on a suivi les livres. Donc, quelqu'un qui ne pose jamais de questions sur est-ce que les salaires sont payés, est-ce que les déductions à la source sont payées, donnez-moi des preuves, qui demande des preuves à la direction, quelqu'un qui ne fait jamais ça, ben, il n'a pas été diligent. Donc, il ne s'est pas assuré que c'était bien fait. C'est sûr qu'un administrateur qui l'a fait, qui s'est fait présenter des fausses preuves, là, il va pouvoir démontrer qu'il a fait sa vérification puis qu'il y a eu de la fraude et que c'est différent. Donc, on peut prouver notre diligence. Si jamais on n'est pas d'accord avec des agissements de notre conseil d'administration ou des dirigeants du conseil d'administration, ben, il faut inscrire sa dissidence dans le procès verbal. Il faut s'assurer qu'on dit « Moi, je ne suis pas d'accord avec cette décision-là. » Exemple, de retarder le paiement de TPS-TVQ pour payer tel fournisseur. Je ne suis pas d'accord. Il faut inscrire sa dissidence parce que la journée où il y a un problème, on peut aller sortir ce procès verbal-là puis dire, regardez, là, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. C'est pas moi qui ai pris la décision. J'étais pas d'accord avec cette décision-là. Puis, ultimement, ben, il y a bien des gens qui vont aller jusqu'à démissionner s'ils sentent que le risque est trop élevé parce que être sur un conseil d'administration, ça comporte ces risques-là. Puis, même si on a été diligent, ça peut nous coûter cher en avocat pour prouver qu'on a fait ce qu'il fallait qu'on fasse et tout ça. Donc, il y a des risques rattachés à ces éléments-là. La personne qui démissionne d'un conseil d'administration, est-ce qu'elle est encore responsable des actes commis avant sa démission? C'est une excellente question qu'on me pose souvent. La réponse est oui. C'est tous les gestes qui ont été posés pendant qu'on est administrateur. D'ailleurs, des fois, j'ai une entreprise présentement qu'on est en discussion. Il y a une faillite de l'entreprise et le gouvernement cotise, va en arrière au registre des entreprises et va chercher des anciens administrateurs. Parce que effectivement, au moment où il y avait des anciens administrateurs, il y a eu des déclarations qui n'ont pas été faites. Et quand ces déclarations-là ont été produites parce que quelqu'un s'est rendu compte à un moment donné que ça marchait pas, il y a des déclarations qui ont été reproduites par la suite. Et ces gens-là étaient administrateurs et c'est en guillemets leur faute si ça n'avait pas été produit dans le temps aussi. Donc, c'est logique que le gouvernement ait le droit de revenir contre ces personnes-là pour dire, oh, minute, c'est vous qui étiez administrateur au moment de ces fautes-là. Ça implique-tu que ces gens-là vont peut-être devoir payer de leur personne, là? Tout à fait. Puis là, dans le cas que je vous parle, on parle de 150 000 $. Donc, on parle de gens qui vont qui vont devenir insolvables à cause de ça et qui vont devoir soit déposer une faillite, soit déposer une proposition ou faire un règlement avec le gouvernement. Là. Donc, ça va jusque-là, malheureusement. Là, on parlait d'une entreprise à but lucratif. Donc, c'est sûr que ces gens-là ont eu des salaires, ont eu des revenus, mais n'ont pas eu des revenus pour payer toutes ces dettes-là. Là. Et donc, faut être très vigilant. Et là, on rappelle aux gens que c'est aussi bon pour les OSBL, là, les entreprises à but non lucratif, c'est la même mécanique. Vous vous engagez et vous vous engagez personnellement lorsque vous êtes administrateur pour une entreprise, un organisme à but non lucratif. Lorsqu'on parle de faillite, lorsqu'on parle de dette saisissable, c'est quoi qui l'est, c'est quoi qui ne l'est pas? Qu'est-ce qu'on peut perdre lorsqu'on est pris dans une situation comme celle-là? Ben, on part avec l'idée que tout est saisissable. Ben, après ça, ben, on y va par exception. Que ce soit à cause du Code civil, que ce soit à cause de la loi sur la faillite, il y a des exceptions de biens qui sont, on va dire, insaisissables. Dans le fond,
si on prend un exemple, les meubles, les gens qui viennent me voir puis qui ont une maison puis qui ont des meubles à l'intérieur, ben ces meubles-là, pour la plupart, vont être insaisissables. Le Code civil prévoit qu'il va avoir un 7 000 là, qui pour l'unité familiale qui n'est pas saisissable. 7 000, ça n'a pas l'air gros comme ça, là, mais quand on parle en valeur de liquidation, ça couvre beaucoup de meubles, 7 000 là. Ça couvre la majorité des meubles d'une maison. Parce que liquider des meubles, c'est pas des grosses valeurs habituellement. C'est sûr que si on vient de s'acheter des meubles neufs, puis on en a pour 25 000 dans la maison dans les derniers 6 mois, ben ça peut être autre chose. Mais dans la majorité des cas, ça serait insaisissable. On a déjà parlé des placements. Je ne sais pas si tu te rappelles de ton côté quel placement pouvait ne pas être saisissable. Est-ce que tu te rappelles qu'on avait parlé de ça? On avait parlé, effectivement. J'aurais tendance à dire que le CELI n'est pas saisissable, puis également le RIR. Pour le REER, tu as raison à 95 OK, c'est déjà mieux. Le REER, dans le fond, lui, il est insaisissable à cause de la loi sur la faillite. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que si on a quelqu'un qui nous poursuit, on prend l'exemple de Revenu Québec, là, on doit de l'impôt, Revenu Québec pourrait aller saisir nos placements, même s'ils sont dans des REER, selon certaines conditions. Okay. Mais la journée où on se protège avec la loi sur la faillite, c'est-à-dire qu'on dépose soit une proposition, soit une faillite, mais là, à ce moment-là, on vient, dans la loi, il est marqué qu'on rend les REER insaisissables, sauf les cotisations des 12 derniers mois. Donc ça, c'est une façon de protéger des actifs pour la retraite. Par contre, le CELI, le régime épargne-études, les placements non enregistrés, c'est saisissable. OK, donc mon CELI, j'oublie ça, là. On oublie ça. Parce que la raison que le REER, ça a été rendu insaisissable par le législateur, c'est que si on saisissait les REER, on se rend avec des gens qui vont arriver à la retraite avec moins d'actifs, donc ils vont coûter encore plus cher à la société. Donc, il y a eu un calcul qui était fait pour dire, les REER, on va les laisser aux gens, puis ils vont les sortir, puis s'imposer au moment de la retraite, et ils vont avoir au moins un peu plus d'argent, ils vont moins dépendre du gouvernement. C'est la logique en arrière. Bon. Dette libérale, c'est quoi exactement à ce niveau-là, quand on est rendu là? En fait, quand on parle de faillite ou de proposition, on part encore avec l'idée que toutes les dettes sont libérables, mais il y a quand même quelques exceptions. Les pensions alimentaires font partie de ces exceptions-là. Donc, les pensions alimentaires, il y a toutes sortes d'éléments là qui peuvent être assez complexes, mais essentiellement, il faut comprendre que si on doit de l'argent au percepteur des pensions alimentaires ou à un ex-conjoint pour des pensions alimentaires, ce montant-là ne sera pas libérable, même si on fait une faillite, une proposition. Il y a des stratégies à faire dans le cadre de la loi, par contre, mais je ne rentrerai pas là-dedans, puis ça devient un petit peu compliqué. L'étiquette de vitesse, c'est un exemple vu que c'est pénal, c'est pas quelque chose qui est libérable. Il y a certains autres que les gens pensent que c'est des dettes qu'on ne peut pas se libérer, mais qu'on peut tout à fait se libérer. Je prends l'exemple souvent de l'impôt. L'impôt, c'est une dette. Encore hier, j'ai eu la réflexion, quelqu'un qui dit, OK, je paye mon impôt, puis après ça, je vais faire... Non. L'impôt, c'est une dette libérable, comme une carte de crédit. On s'en libère. Donc, ils n'ont pas un statut particulier. Okay. Le chômage, une dette de chômage, c'est pareil, à moins que la personne ait fait une fausse déclaration. Tout ce que je dis là, ça sous-entend que les gens sont honnêtes. Donc, si les gens ont été malhonnêtes à un moment donné, ont fait une fausse déclaration d'impôt, de chômage, là, la dette pourrait ne pas être libérable. Moi, je parle dans un contexte standard où les gens doivent de l'impôt de façon standard ou du chômage parce qu'il y a eu un trop payé ou il y a eu un recalcul. Ça, c'est des dettes libérables. Marge de crédit étudiante aussi, les gens, des fois, savent pas trop, OK, ça, c'est un prêt étudiant, c'est une marge de crédit parce que le prêt étudiant, c'est une dette qui, dans beaucoup de cas, est non libérable, dépendamment ça fait combien de temps qu'on est sorti des études. Mais la marge étudiante, elle, c'est une dette qui est libérable. Donc, il y a toutes sortes de nuances comme ça. Les loyers en retard aussi, les gens, ils se rendent pas compte. Mais tu sais, des fois, on a des loyers en retard, puis là, on n'arrive plus. Les gens viennent me voir, mais les retards de loyer font partie des dettes libérables. C'est sûr que on se comprend que ça crée des fois un froid avec le propriétaire. Là, on a une gestion à faire, on a un choix à faire, puis on a une situation à régler dans son ensemble. Et là, il faut bien communiquer, évidemment, puis on sert de ça pour expliquer, pour parler aux propriétaires, dans beaucoup de cas, pour expliquer la loi. Mais c'est important de comprendre que ces dettes-là sont libérables. Donc, la majorité des dettes sont vraiment libérables. Bon. Pierre-Paul, c'est déjà tout le temps qu'on a, malheureusement. J'avais plein de questions sur mon papier encore, moi, pour toi. On se reprend la semaine prochaine? Oui, parfait, Denis. Les coordonnées avant de se quitter. Oui, les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASE, peuvent nous écrire à info@commercial-lacasesyndic.com. Ils peuvent aller sur notre site Internet, Lacase et Associés. Peuvent nous écrire sur Facebook et LinkedIn, évidemment, aussi. Génial. Merci beaucoup, Pierre-Paul, encore une fois. Merci beaucoup, Denis. On a fait 16-8.